conférences. Hein. Donc oui, moi j'aime bien quand je fais des conférences, je me sens mieux quand je suis debout. Donc c'est vrai que là je voyais tous les intervenants depuis tout à l'heure qui étaient assis, qui étaient là, dans le fauteuil, à discuter entre eux. Moi j'ai un peu de mal avec ça. Je préfère être debout, c'est un petit peu ma nature. Bien. Donc, l'innovation. Alors l'innovation, c'est, comme son nom l'indique, c'est créer de la nouveauté technologique. Ça c'est une innovation par exemple. C'est une innovation, ça l'est plus pour nous aujourd'hui. Mais il y a 20 ans, quand c'est sorti ce genre d'écran, c'était une innovation. Ça, ce fut une innovation à un certain moment donné. Je ne connais pas par cœur toute l'histoire de la technologie, mais je dirais quand ça a été créé, je ne sais pas, il y a 60, 70 ans, 80 ans, c'était une véritable innovation, le micro. Enfin, il y a le micro sans fil. Les innovations, c'est donc l'avancée de la technologie qui permet de changer nos vies. Bon. C'est ce qu'on appelle aussi le progrès technique. Alors, est-ce un bien ou un mal pour l'économie? C'est une grande question que beaucoup de gens se posent aujourd'hui et qui est plus qu'une question qui se pose, c'est une question qui est à l'origine d'une grande réflexion sur la société de demain. Parce qu'on dit que l'innovation va détruire des emplois, l'intelligence artificielle en particulier va détruire des emplois, donc on va en parler. Mais tout d'abord, on voudrait revenir à une théorie qui a été élaborée par un grand économiste qui s'appelait Schumpeter, certains d'entre vous connaissent peut-être, Schumpeter qui disait que l'innovation, ça engendre une destruction créatrice. Destruction, parce que quand il y a une innovation, forcément, ça détruit quelque chose, ça détruit des emplois, bien souvent. On remplace les hommes par des machines, hein, c'est bien connu, dans l'agriculture, dans l'industrie, et même aujourd'hui dans les services, on remplace les hommes par des machines, donc il y a une destruction de quelque chose, mais cette destruction est créatrice, parce que ça crée aussi de nouveaux emplois. Citons par exemple, par rapport aux réseaux sociaux, puisque ça me vient en tête, tous les postes de community management qui n'existaient pas encore il y a une dizaine, il y a une quinzaine d'années. Donc on détruit des emplois, mais on en crée d'autres. Donc il y a une notion de destruction créatrice. On pourrait dire que à court terme, l'innovation a donc un effet négatif sur l'économie, mais qu'à long terme, vu qu'il y a une création d'emplois et pour améliorer le confort de vie des usagers, ça va dans le bon sens. Sauf qu'il faut peut-être se poser un petit peu la question du rapport destruction sur création. Est-ce que l'innovation crée plus d'emplois qu'elle n'en détruit, ou est-ce qu'elle détruit plus d'emplois qu'elle en crée? Eh bien, je vais vous dire une chose. En France, lorsque vous allez à un péage d'autoroute, je vous défie de trouver aujourd'hui un seul péage où il y a quelqu'un qui vous tend un ticket et vous allez pouvoir payer. C'est que des guichets automatiques. Il n'y en a plus un seul. Depuis 2014, je crois, ou 2013, il n'y en a plus un seul. Pourtant, dès que vous traversez la frontière espagnole, soit du côté basque ou soit du côté catalan, ben vous avez des guichetières qui vous disent « Hola », puis vous donnez votre ticket, et puis vous avez des guichetiers ou des guichetières à tous les péages, dans toute l'Espagne par exemple. Pourquoi d'après vous? Pourquoi est-ce qu'en France on a automatisé les péages et pas en Espagne? Eh bien tout simplement parce que le travail coûte 70% plus cher en France qu'en Espagne. Donc, pour répondre déjà un petit peu à cette question, est-ce que l'innovation, un bien ou un mal pour l'économie, est-ce que la destruction va l'emporter sur la création, ou est-ce que la création va l'emporter sur la destruction? Ça dépend du coût du travail. Dans un pays où le travail est très cher, comme en France, où il est très coûteux, énormément de charges sociales, bah, c'est plutôt la destruction qui va l'emporter. Parce que les entreprises qui veulent faire du profit, qui veulent continuer d'exister, hein, de ne pas déposer le bilan, de ne pas faire faillite, eh bien, elles vont préférer peut-être investir dans des machines, parfois, si ces machines sont plus rentables sur le long terme que d'employer de la main-d'œuvre. Et c'est ce qui se passe dans l'exemple des péages, par exemple. Je peux citer aussi la RATP qui automatise les lignes de plus en plus, les lignes de métro, ceux qui prennent la ligne 1, la ligne 14, et puis d'autres, et puis à terme ce sera les lignes de RER qui vont être automatisées. Mais ça, c'est un petit peu le sens d'évolution normale, on va dire, de l'histoire. Donc cette histoire de coût du travail est quand même un premier élément qui est très important. Plus le coût du travail est élevé, et c'est le cas en France, il est particulièrement élevé à cause des charges sociales en particulier, et plus le rapport sera du côté de la destruction plus que du côté de la création. Donc l'innovation aura un impact plus négatif sur l'économie dans les pays où le coût du travail est élevé, mais ce n'est qu'un premier élément de réponse, bien sûr. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que l'innovation
a une tendance à faire augmenter la productivité. Alors la productivité, c'est quoi? C'est ce qu'on produit en un laps de temps donné. Hein? Sur un laps de temps donné, 1 heure de travail, 2 heures de travail, une journée, ce que vous voulez, combien on produit. Plus il y a de l'innovation, plus on va produire. C'est normal. Vous prenez un salarié, vous lui mettez un ordinateur d'il y a 30 ans, ou un ordinateur de maintenant, il fera en 1 heure beaucoup plus de choses avec l'ordinateur de maintenant qu'avec l'ordinateur d'il y a 30 ans. Ça, c'est ce que les économistes appellent bien pompeusement la productivité globale des facteurs. Vous voyez, ils ont toujours des mots très compliqués pour que vous vous y perdiez. Parce qu'ils ne veulent pas que leur science soit accessible au public, ils ne veulent pas que le public comprenne leur science, mais c'est pareil partout, c'est pas que les économistes, hein, les sociologues c'est pareil, c'est partout pareil, et en particulier en France où on veut toujours mettre cet écran entre les tenants du savoir et puis le grand public. Bon, et c'est cet écran que j'essaye de casser précisément dans mon livre. Donc, plus on va avoir une machine moderne et perfectionnée, mieux les gens vont produire. Donc l'innovation permet d'améliorer la productivité. Et quand on produit plus, on produit mieux, ben, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on n'a plus besoin de travailler autant. Donc ça libère du temps libre. C'est pour ça que dans tous les pays où il y a beaucoup d'innovation, la France, l'Allemagne, les pays du nord de l'Europe essentiellement, ben, on a des temps de travail, 35 heures, 32 heures, qui ne sont pas les temps de travail qu'il y a dans le sud, parce que contrairement aux idées reçues, on dit les Grecs ils foutent rien, mais ils travaillent beaucoup plus que nous. Hein. Ils font 45 heures par semaine, mais ils sont beaucoup moins productifs, à cause de la chaleur aussi. Et ça, c'est un autre problème. Bon. Donc, l'innovation a une tendance à augmenter la productivité, et par cette augmentation de la productivité, ça libère du temps pour les travailleurs, du temps de loisirs, que les gens vont pouvoir consacrer au loisir et donc à l'épanouissement personnel, à la consommation aussi, parce que s'ils produisent mieux, les entreprises augmentent leur valeur ajoutée, vont pouvoir mieux payer leurs salariés, donc produisent mieux, donc les gens pourront consommer plus et ça pourra augmenter la consommation. Donc là on voit un effet clairement positif de l'innovation sur l'économie, avec un épanouissement aussi des gens à la clé, c'est quand même extrêmement important pour une économie. Seulement tout ça, tout ce que je dis depuis tout à l'heure, avec le paradigme de Schumpeter, destruction créatrice, etc., il faut bien voir qu'on parle du passé, parce qu'on se basait sur l'idée qu'il y a en gros une vague d'innovation qui arrive tous les 25 ans dans l'économie. Hein, c'est ce que Schumpeter appelait les grappes d'innovation, c'est-à-dire des innovations qui arrivent en même temps dans plusieurs secteurs différents. Par exemple, quand Internet a commencé à exister, prenons le moteur de recherche. Le moteur de recherche, le premier qui a été popularisé, ça a été Yahoo, mais derrière, il y a Google qui a été créé, qui a fait de l'ombre à Yahoo, du coup, qui a éclipsé Yahoo. Google a donné l'idée à d'autres de faire des moteurs de recherche, non plus pour chercher des mots, mais pour chercher des personnes, et ça a donné lieu aux réseaux sociaux, etc. etc. Donc, l'innovation entraîne une autre innovation, c'est les grappes d'innovation. Et ça arrive tous les 25 ans. Hein. Donc, Internet, c'était il y a 25 ans, avant, c'était... donc, il y a eu la révolution, c'est les petites révolutions industrielles, donc l'électroménager, etc., etc. Seulement, aujourd'hui, on a l'impression qu'on rentre dans un paradigme d'innovation continue avec l'intelligence artificielle, puisqu'aujourd'hui, on est capable de faire des machines qui peuvent elles-mêmes être innovantes et qui peuvent elles-mêmes créer de l'innovation. Donc, je dirais qu'on est actuellement en train de vivre une rupture entre une période, comme on a toujours connu, depuis le début de la révolution industrielle, une période où il y avait une innovation discontinue, en gros tous les 25-30 ans, plusieurs innovations d'un coup qui se répandent dans l'économie, et maintenant une innovation qui va être continue avec l'intelligence artificielle, puisque l'innovation va elle-même se prendre en charge en définitive, petit à petit, hein, puisque les machines vont pouvoir être intelligentes désormais. On va vers des ordinateurs, des systèmes qui sont eux-mêmes intelligents. Et on peut se poser la question de dire, qu'est-ce qui va se passer demain? C'est l'un des grands débats d'aujourd'hui. Alors le problème, c'est que cette intelligence artificielle, qui petit à petit va remplacer de plus en plus donc, de travailleurs, risque à terme de détruire vraiment des emplois et d'exclure, dans les pays développés du moins, dans un premier temps, toute une partie de la population non qualifiée du marché du travail. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des défis importants qui se posent, parce que si tous ces gens sont exclus
finissent par être exclus complètement du marché du travail, qu'est-ce qui va se passer à l'avenir? Il faut bien qu'ils survivent, ces gens-là. D'où le problème qui a été posé, mais qui a été très très mal posé pendant la campagne présidentielle, du revenu universel. Mais c'est un problème que tous les pays développés vont se poser, je pense, d'ici une dizaine ou une quinzaine d'années. D'ailleurs, il y a un philosophe, économiste, sociologue, historien, tout ce que vous voulez, bref, un penseur connu internationalement aujourd'hui qui s'appelle Hariri, Noah Hariri, un Israélien, qui a fait part, qui a mis en évidence l'émergence d'une useless class, c'est-à-dire de gens qui vont être useless, qui vont être inefficients. Hein. Ça me fait penser à un film des années 90, qui s'appelait Chute libre, où on parlait des gens qui ne sont pas économiquement viables. On va arriver vers ça, des gens qui ne seront pas économiquement viables, qui seront useless, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas les tuer, ces gens-là, donc il faudra à un moment donné que, d'une manière ou d'une autre, la société donc les prennent en charge, forcément. Mais à terme, il y en aura de moins en moins, puisqu'à terme, les gens vont se reformer à ce processus. L'être humain réagit aussi, hein, à son environnement. Hein. L'être humain a toujours su s'adapter à son environnement. Donc, à long terme, je pense que les formations seront adaptées à cette évolution où il y aura de l'intelligence artificielle, donc un petit peu partout. Mais c'est un problème qui risque de se poser, et on risque d'avoir un chômage de masse, un chômage involontaire, un chômage de masse qui sera plus à 4, 5, 6% comme taux de chômage incompressible, mais peut-être à 8, 10%. Donc moi je ne m'attends pas forcément à ce que le chômage retombe dans les années qui viennent, même avec les meilleures politiques économiques qui soient, à 4, 5%. Ça me semble aujourd'hui impossible compte tenu des évolutions qui sont en train de se mettre en place. Voilà. Et puis, je voudrais un petit peu terminer donc, sur cet impact de l'innovation sur l'économie, puisqu'on a vu qu'il y avait des côtés positifs et des côtés négatifs. Hein. Je voudrais terminer par quelque chose auquel on ne pense pas spontanément, le lien entre innovation et enrichissement. Et je voudrais introduire la bourse là-dedans. Donc je suis un des spécialistes de la bourse en France. Il y en a peut-être parmi vous qui me connaissent en tant que tel, monsieur par exemple. Ce qu'il faut bien voir, c'est que la bourse permet de financer l'innovation. Parce que bien souvent, les banques sont assez frileuses pour financer des projets innovants. Les investisseurs sur les marchés sont beaucoup moins frileux, en général. Et donc, la bourse permet de financer beaucoup plus naturellement l'innovation. Regardez par exemple Lucibel, l'entreprise Lucibel, qui est cotée en bourse, petite PME de Rueil-Malmaison, très innovante, qui est cotée en bourse. Donc, la bourse permet à M. Granotier de pouvoir financer de manière permanente son innovation, beaucoup plus qu'en faisant appel à des crédits bancaires. Donc, la bourse permet de financer l'innovation, et grâce à ça, il y a des gens qui s'enrichissent. Alors, pas à chaque fois, mais il faut bien voir que, par exemple, Amazon, qui croyait à Amazon il y a 20 ans, le titre a été multiplié par 400, par 500 en l'espace de 20 ans. C'est-à-dire que quelqu'un qui aurait mis 1000 € dessus aurait 400 000 ou 500 000 € aujourd'hui, s'il n'avait pas vendu ses titres, bien entendu. Donc l'innovation peut avoir, après c'est microscopique ce que je dis, mais l'innovation a un impact, donc via le mécanisme boursier, d'enrichissement des populations. Et l'innovation, encore une fois, la bourse est vraiment un des moyens de financer l'innovation. Ça c'est très important donc de le dire. Parce que le grand public a toujours tendance, et ça aussi ça fait partie du discours, et c'est très franco-français, à ne voir la bourse que comme quelque chose de négatif, soit on voit au mieux comme un casino, où on joue de l'argent en bourse, soit on le voit plutôt comme quelque chose de négatif, de capitaliste, pour enrichir une certaine partie. Non, moi j'ai des gens qui me suivent sur mes activités boursières savent qu'il y a des petits porteurs, des gens qui ont des salaires tout à fait normaux, dans la norme, dans la moyenne, et qui investissent en bourse et qui arrivent à financer leur retraite, même s'il y a un risque à court terme, mais sur le long terme, ce risque est lissé. Donc, et surtout quand on investit dans plusieurs domaines. Voilà, donc l'innovation permet cet enrichissement collectif, peut permettre cet enrichissement collectif aux États-Unis, ils le savent donc bien plus que nous. Voilà, donc si je devais un petit peu résumer mon propos, enfin, on est limité en temps, puis il y a deux autres personnes à qui j'ai voulu donner la parole, mais si je devais un petit peu limiter mon propos dans le temps, donc l'innovation, donc pour conclure, il y a un côté destructeur, un côté créateur. Le curseur, est-ce que ça détruit plus que ça crée, ou est-ce que ça crée plus que ça détruit? Ça dépend du coût du travail. Plus le coût du travail est cher, plus ça va détruire, forcément, parce que les entreprises doivent survivre, et donc elles vont pas embaucher des gens, elles vont prendre des machines. Pensez au péage en Espagne, quand vous passez la frontière et qu'on vous dit bonjour.
L'innovation permet d'augmenter la productivité et donc de libérer du temps libre et donc du temps de loisir et donc de la consommation de masse et un bien-être supplémentaire pour la population. L'innovation permet de s'enrichir, en particulier via le mécanisme boursier, la bourse qui permet aussi de financer l'entreprise pour l'innovation. Seulement, comme je vous l'ai dit, tout ça c'est un raisonnement jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui. Le futur, je ne sais pas ce qu'il est. J'anticipe qu'il sera différent parce qu'on va rentrer dans un paradigme d'innovation continue et non plus d'innovation qui se fait par grappe tous les 25 ou 30 ans comme l'a dit Schumpeter. Et là, ça va changer beaucoup de choses. Et peut-être qu'il y aura un chômage de masse et peut-être qu'il sera à un moment obligé que les États, les gouvernements seront obligés de mettre en place un revenu universel. Voilà un petit peu mon speech sur l'innovation et ma pensée sur l'innovation. Je vais à présent maintenant